Myriam Grossman, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Tandem TV. Vous êtes historienne, spécialiste des relations entre la France et Israël. Et j'avais envie de vous interroger aujourd'hui parce qu'on a senti depuis le 7 octobre 2023 une dégradation dans les relations entre la France et Israël, dégradation qui a eu tendance à s'accélérer ces derniers mois. On sait qu'il y a une part de communication officielle, une part de communication officieuse. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la relation entre la France et Israël? Je veux commencer par dire qu'aujourd'hui, on est le 7 novembre 2024 et cela fait jour pour jour 13 mois depuis le massacre de 7 octobre 2023. Et en plus, dimanche, on marquera 400 jours depuis que 101 otages israéliens sont aux mains de terroristes à Gaza, terroristes du Hamas, et parmi eux, deux otages franco-israéliens, Calderon et Yahalomi. Et pourquoi je commence par cela? Parce qu'en fait, je voudrais faire un résumé très court de la politique du président Macron et de la France depuis le jour du massacre à ce jour. Et peut-être par cela, on pourra comprendre un petit peu mieux les tensions de dernières semaines, les malentendus, les mots durs entre les deux dirigeantes, etc. Et j'y vais y revenir. Mais le jour de massacre et juste après, le président Macron a eu des mots très fermes par rapport aux terroristes de Hamas, par rapport au massacre, par rapport au droit d'Israël de se défendre, sa sécurité, etc. Le 13 octobre, si je ne me trompe pas, il a fait une conférence de presse où il a pratiquement précisé les points de vue de la France par rapport au massacre, ce qu'elle veut faire. Il parlait de franco-israéliens, et j'y vais revenir, otages disparus à l'époque, et ainsi de suite. Mais euh, et je vais ouvrir une parenthèse et je vais répéter cette phrase au cours de notre interview. À mon avis, la politique de la France en général et la politique du président Macron étaient ni suivies ni cohérentes depuis le départ, depuis le moment du massacre jusqu'à ce jour, et on verra ça. Il n'y a pas une politique suivie. Il y a tout le temps de changement et on verra ça. Maintenant, il faut non plus oublier, il y a un point très important à se rappeler, que la France, après Israël, est le pays qui a plus souffert de massacres. Elle a 48 victimes franco-israéliens. Elle a toujours deux otages, comme je mentionnais tout à l'heure, il y avait 8 otages franco-israéliens. Et c'est la seule pays jusqu'à présent, à part Israël maintenant, qui a fait seul pays européen étrangère, qui a fait une cérémonie le 7 février de commémoration pour ces 48 victimes du massacre. Et elle a même envoyé un avion qui est venu chercher les familles, etc. Et c'est très, 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 très émouvant. Ah, je vous interromps une seconde parce que c'est un chiffre qui est très intéressant et c'est vrai qu'il est très peu médiatisé en France. Ce chiffre incroyable. Alors, effectivement, on a tendance à dire que depuis le Bataclan ou Nice, c'est l'attentat qui a causé le plus de victimes. Mais ce chiffre précis de 48 victimes françaises, franco-israéliennes, effectivement, est incroyable. Oui, mais pourquoi c'est pas tellement mentionné en France? J'ouvre une autre parenthèse et on arrivera à ces sujets de l'antisémitisme plus tard, mais vous avez posé une question très intéressante. Est-ce qu'ils sont français, ces gens-là, par rapport aux Français? Ils vivent en Israël, donc c'est 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 la problématique, à mon avis, de tous ceux qu'on va parler aujourd'hui. De ces liens entre la France et Israël d'une part, de Français de confession juive qui vivent en France, ceux qui ont vécu en Israël, qui ont fait l'Alia, c'est un complexe très intéressante à voir et voir comment la population, la France regarde ces personnes-là. Parce que quand le président Macron a fait un hommage, il a fait un hommage aux Français qui étaient tués au massacre. Mais c'est des Français qui vivent plus en France, qui sont en Israël. Et pour les Français, ceux qui nous aiment pas trop, ou tous antisémites, antisionistes, etc., euh, est-ce qu'ils regardent ces gens-là comme des gens français, personnes françaises? C'est une point d'interrogation. C'est un débat qu'on peut mener. Mais il faut aussi se rappeler que depuis le 7 octobre, et on va parler de ce sujet parce que là on parle des relations entre la France et Israël,
les actes antisémites déclarés, parce que ce n'est pas tous les actes antisémites qui sont déclarés, on va y revenir, ont augmenté avec des 400% par rapport à l'année précédente si on regarde les rapports en Israël. Juste après le massacre, les quelques semaines, quelques mois après le massacre, le nombre d'actes antisémites qui étaient en France était égal à celui qui était pendant toute l'année 2022. Donc, tout est lié à tout. Et tout n'est pas noir ou blanc, il y a beaucoup de nuances. Et les relations entre la France et Israël, bien évidemment, se nourrit aussi de ce qui se passe en France et ce qui se passe dans la politique inter de la France. Mais là, je vais revenir où on a commencé pour dire une autre phrase qui est, une point qui est très important à mes yeux pour comprendre. Israël et la France ont mentionné il y a quelques mois 75 ans de relations entre les deux pays. Mais il faut se rappeler, je parle beaucoup de cela dans mon livre sur les relations entre la France et Israël, il faut se rappeler que les relations entre la France et Israël étaient beaucoup, dans beaucoup de périodes assez tumultueuses. Elle n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Il y avait toujours des hauts et des bas. Il y avait des périodes que j'appelle le grand froid, avec Giscard d'Estaing comme président. Il y avait soi-disant le grand chaleur avec le grand ami président Mitterrand. Et encore, je mets ami entre guillemets. Euh, donc, c'est pas toujours il y avait toujours des tensions, des moments, bien évidemment, le général de Gaulle avec l'embargo et la guerre des 6 jours, etc. Donc, c'est des relations qui ont vu toujours de bons moments et de mauvais moments, mais en même temps, c'est deux pays qui sont pays amis, alliés, avec des divergences sur certains sujets, dossiers, etc. Donc ça, c'est très important de savoir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec le président Macron ou entre le président Macron et le premier ministre Netanyahou. C'est grave ce qui se passe à mes yeux, mais c'est pas nouveau. Maintenant, Si on reprend, puisqu'on aborde cette dimension historique, on a l'impression que globalement, depuis la fin de la guerre d'indépendance jusqu'à la guerre des 6 jours, les relations étaient extrêmement fortes. Énormément de coopération militaire, la crise de Suez, l'armement nucléaire, notamment grâce à Shimon Peres. Et avec De Gaulle et le début de la Ve République, on a plutôt une tendance à faire monter des tensions avec des périodes de chaud et de froid, mais qu'on est très loin de cette relation des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Malgré cela, on sait que de toutes ces périodes de tension, il y a quand même des rapports côté défense, côté renseignement, côté culturel, universitaire. Il y a ces échanges qui sont extrêmement forts entre les deux pays. bien évidemment, il y a énormément d'échanges entre les deux pays dans tous les domaines que vous avez mentionnés, au-delà, Startup Nation, Innovation, etc. Donc, comme je dis tout à l'heure, c'est pas tout noir ou blanc. Et même si on parle de la période de Général de Gaulle, il faut la diviser, parce que quand il est retourné au pouvoir avec la Ve République en 58, jusqu'à l'indépendance d'Algérie, et à mon avis beaucoup plus de cela, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il n'a pas changé sa politique envers Israël. Ça change seulement petit à petit et pas d'un jour au lendemain après l'indépendance d'Algérie, quand les pays arabes, parce que, ouvre une parenthèse, et je dis que pendant que l'Algérie était sous le pouvoir de la Ve République, c'est seulement le Liban qui avait une ambassade à Paris. Tous les autres pays arabes étaient en froid ou avaient des problèmes avec la France. Dès que l'indépendance d'Algérie est faite et que cet obstacle est fini, petit à petit, on voit des délégations de pays arabes, des pays arabes, des échanges, etc. Et bien sûr que cela pose un problème au général de Gaulle. Est-ce qu'il pourra renouveler ses liens avec le monde arabe, intérêts économiques, etc. Pareil aujourd'hui, mais on reviendra avec ce petit pays Israël. Est-ce que ça va ensemble? Et il y a des historiens qui disent que pour eux, cette coupure est après l'indépendance de l'Algérie. Moi, je ne pense pas que cela. Ceux qui disent que c'est après, au moment d'embargo de la guerre de 6 jours, c'est pas non plus mon idée, mon avis. Pour moi, la grande cassure, le grand froid, il est après le départ de Vedette Cherbourg, 69, décembre 69. Là, il y a un grand froid. Et bien évidemment, après, avec le président Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, etc. Mais c'est très complexe. Et ce n'est pas pour rien que récemment, quand le président Macron a mentionné le mot embargo, ça, ça a fait un grand bruit en Israël et en France, parce que ça rappelle
embargo de Général de Gaulle. Bien évidemment, la situation est différente. On n'est pas dépendant de la France. Il n'y a pas d'armement, énormément d'armement qui vient de la France vers Israël. On n'a pas vraiment besoin de ces armements. C'est juste une étape de plus avec tout ce qui s'est passé entre le président Macron, la France, Israël depuis le 7 octobre. Mais c'est évident que pour les Israéliens qui connaissent l'histoire, le mot embargo, ça, c'est très émotionnel. Ça fait écho à cet épisode, mais alors j'ai tout de suite envie de vous interroger. Effectivement, quand on connaît un peu les échanges qu'il peut y avoir entre la France et Israël, que le président Macron parle d'embargo, quelque part on a envie de dire pourquoi? Parce qu'il y a des composants, mais il n'y a pas d'armes pures qui sont exportées de la France vers Israël. On a l'impression que c'est purement un calcul de politique interne, qu'il veut calmer ou en tout cas ne pas énerver une partie de la population française, mais qu'il n'y a pas d'effet véritablement contre Israël à travers ce genre de déclaration. C'est pas seulement envers Israël, envers la politique interne, parce que si on regarde les intérêts économiques de la France au Qatar, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Liban, bien évidemment, on y reviendra parce que ça, c'est un sujet qui est lié en Israël. Si on regarde le nombre d'armements qui sort de la France vers ce pays-là par rapport à ce qui sort en Israël, bien évidemment que c'est beaucoup plus lourd côté économique, beaucoup plus influente que envers Israël. Mais il faut aussi dire, je vais ouvrir une autre parenthèse, à mon avis, le président Macron dernièrement fait deux choses. Il réagit sur le coup de ses émotions, de sa tête, je sais pas, il réfléchit pas trop et il réagit. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec Israël pour expliquer cela. Voyons ce qui s'est passé après que son parti a perdu les élections de Parlement européen. Il a sorti tout de suite, immédiatement, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire des élections. Est-ce que c'était logique? Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Est-ce que ça a fait quelque chose? À mon avis, pas trop, au contraire. Et les Français, il y a beaucoup de Français qui pensent de la même façon. Mais il a tendance, parfois il est furieux, il s'énerve contre des choses qui se passent, se passent pas comme il le voulait apparemment, et il prend de ces décisions-là. On peut aller plus loin à sa décision de interdire aux Israéliens, aux sociétés israéliennes, à Israël de participer au Eurosatory. Et pareil, une des décisions qui lui est explosée dans la figure. C'était trop tard pour nous, pas comme aéronaval, je vais expliquer dans 2 secondes, mais la justice française, fin compte, même quand le salon a commencé, a décidé de laisser les Israéliens, les sociétés israéliennes devenir. C'était trop tard, tout le monde a annulé, mais c'était allé trop loin parce qu'on parlait de toute cette polémique était à ce moment-là qu'on interdisait aux Juifs de rentrer, c'est pas seulement aux Israéliens, on interdisait aux Juifs qui travaillent avec Israël de rentrer au salon d'Erosaturie avec une grande panneau à l'entrée. Bien évidemment que cela a été tourné le lendemain avec la justice française, etc. Mais ça a fait sa polémique. Qu'est-ce qu'il a gagné de cela, le président Macron? Est-ce qu'il a appris sa leçon? Non, parce que Aéronaval, il a fait la même chose. Heureusement pour Israël que pour Aéronaval, l'a fait assez de temps avant pour permettre aux sociétés israéliennes, à nos organisations d'aller vers la justice en France, de retourner la décision du gouvernement français de président Macron, et nos sociétés sont présentes, ont ouvert les chalets Leur stand, ouais. lundi là-bas. Donc, je me demande qui conseille le président Macron et où il veut aller. Bien évidemment, il est furieux. Je peux comprendre, il est furieux, il n'est pas content. J'ai vu même, pensons au moment où Nasrallah a été éliminé. Lui, président Macron était en visite officielle au Canada, mais de là-bas, dans sa conférence de presse avec Trudeau, le ministre canadien, il a carrément attaqué Premier ministre Netanyahou. Il a dit Israël, si elle ne fera pas un cessez-le-feu, etc., sera elle qui portera le chapeau d'une guerre dans le Moyen-Orient, etc. Et il faut pas non plus oublier, le président Macron, jusqu'à récemment, c'est que quand il était obligé, il n'a pas mentionné le Hezbollah comme organisation terroriste. Il a commémoré il y a peu les 58 parachutistes français qui étaient tués au Liban, à Beyrouth, par le Hezbollah, sans dire, Sans mentionner le Hezbollah.
voilà, le Hezbollah terroriste. Et quand il fait la part, excusez-moi, mais il fait la part entre Hezbollah terroriste et Hezbollah politique, à qui il fait? C'est vraiment jeter je sais pas, de sable dans les yeux de gens. Et c'est que récemment, après qu'il était obligé, dans un discours récemment, il a parlé de Hezbollah comme d'organisation terroriste. Et oublions pas, j'ouvre une parenthèse, la polémique qui existe aujourd'hui en France par le journaliste Malbruno, qui a cité une polémique des liens entre, soi-disant, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, soi-disant entre le président Macron, les Hezbollah, port de Beyrouth, accords, etc. Alors, Donc, on va détailler. Alors, j'allais justement vous interroger pour qu'on oriente l'entretien maintenant sur le rôle du Liban. Alors, peut-être que effectivement le renforcement de la guerre entre Israël et le Liban explique aussi les changements dans la politique ou les déclarations du président Macron, puisqu'on connaît le rôle historique de la France comme défenseur des chrétiens libanais. On sait que la France a fait plusieurs voyages officiel de ministre, qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été investis. Et effectivement, vous mentionnez ce qui pourrait être un des grands scandales de la présidence Macron, si cela est confirmé, ce serait l'attribution de la reconstruction du port de Beyrouth. À une société dont le dirigeant est proche d'Emmanuel Macron, et cela expliquerait les condamnations que le président Macron fait envers Israël et les tensions dernièrement. oui, en partie, mais il faut aussi ne pas oublier qu'il n'y a pas un grande chaleur entre le président Macron et le premier ministre Netanyahou. Ils ont eu récemment deux conversations téléphoniques très dures. On a vu leur ping-pong à la veille de la conférence sur le Liban que le président Macron a suscité en France et qu'il a eu 70 pays qui ont participé, à part Israël et l'Iran. Mais bon, est-ce que cela a été juste pour récolter de fonds ou autre? C'est une autre question. Mais à la veille de cette conférence, le ministre Netanyahu donne une interview au CNews, un channel français en France, et qui parle de tout ce qui se passe, civilisation, barbarie, etc. Et tout de suite, le lendemain, le président Macron lui répond dans ses discours à la conférence, qui est la barbarie, qui est civilisation, qui mène la barbarie, qui sème la barbarie, etc. Et il faut pas oublier que pour le président Macron, quand il parle de ces termes barbarie, etc., c'était toujours envers l'État islamique, etc. Donc, les dernières semaines, on a vu des échanges assez durs entre le dirigeant de deux pays. On a vu des étapes de la politique du président Macron incompréhensibles, mais pas seulement incompréhensibles pour nous, pour les Israéliens. Je vais rappeler qu'il, la semaine dernière, il y a 10 jours, le journal de dimanche, a fait publier une pétition qui était signée par des politiciens, diplomates, hommes de culture, anciens ministres comme Luc Ferry, euh, cinéaste, etc., avec une série de questions qui demandent au président Macron de s'expliquer. Pourquoi il a commencé après le 7 octobre avec une coalition pro-Israël contre les terroristes, etc., qui se tourne aujourd'hui comme coalition contre Israël, des questions dures sur ce qui s'est passé avec le Liban. Pourquoi, quand la France a massacré à Mossoul des enfants, des hommes, des femmes, etc., c'est OK, entre guillemets, je cite entre guillemets ce qui était écrit, et Israël n'a pas le droit de se défendre, autant que nous, on fait tout pour protéger la population civile à Gaza et au Liban. Il y a énormément de questions là, et il y avait le temps que j'ai vu, il y a presque 20 000 personnes qui ont signé cette pétition. Mais il est clair que le débat, il n'est pas seulement en Israël. On a vu la présidente de l'Assemblée nationale en France demandant aussi des questions. On a vu des débats à l'Assemblée. C'est pas les titres se font aussi en France de tout cela. C'est pas c'est sorti déjà de cadres de relations entre la France et Israël. Et bien évidemment qu'il y a la communauté juive française qui est la deuxième plus grande au monde qui vit en France, qui subit depuis le 7 octobre les conséquences de tout cela, de tout ce qu'on parle maintenant. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier que la deuxième plus grande communauté musulmane de l'Europe vit aussi en France. Donc,
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas noir ou blanc, il y a des nuances et tout est lié. Bien évidemment que le président Macron, avec sa politique interne, il n'est pas très populaire chez lui. Et de l'autre côté, il y a le Liban, bien évidemment, qui est cher à son cœur, mais il faut se poser aussi la question, est-ce que la France a toujours l'influence qu'elle avait au Liban? Oui, chez les chrétiens peut-être. On a vu, il y a une communauté de 200 000 Libanais qui vit en France, qui ont sorti dans les rues tout de suite après euh, qu'on a commencé, Israël a commencé à rentrer au Liban, l'attaque terrestre, qui ont crié d'abord cessez le feu, mais qui ont aussi demandé dans cette manifestation qui était avant, comme quand on a parlé de l'embargo, de cesser l'envoi d'armement vers Israël, etc. Donc, tout est lié à tout. C'est pas seulement Israël dans le jeu. Et quand on dit, en fait, et je pense que le Premier ministre l'a dit dans un de ses ping-pong avec le président Macron, le prochain, c'est vous. Parce qu'en fait, Israël maintenant lutte contre les axes terroristes des proxys de l'Iran qui est derrière tout cela. Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est l'Europe. Donc, Effectivement, on a cette idée que Israël est en avant de cette lutte contre les islamistes qui ont commis déjà de nombreux attentats, qui sont toujours une menace pour la plupart des pays d'Europe. On est très surpris devant l'aveuglement d'un certain nombre de pays européens devant cette menace. Qui est bien réelle et qui, pour des raisons économiques avec les pays arabes ou de politique interne à cause de communautés arabo-musulmane, ferme les yeux ou au contraire, non seulement ferme les yeux, mais condamne en plus Israël. tout à fait. Parce qu'en fait, si on regarde, moi, je peux vous dire que je peux vous... Moi, j'étais présente sur les médias étrangers le 7 octobre à partir de 10 heures du matin. Et j'avais dit à tous mes amis, à tous mes collègues, je fais ça depuis des années, c'est pas avant le 7 octobre, mais j'avais dit à tout le monde qui était autour de moi, ma famille, mes collègues, mes amis, ça durera une semaine, 10 jours, qu'on aura cette place dans les médias étrangers par rapport au massacre, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça va se tourner en une semaine, 10 jours, on verra ça. Et je peux vous dire que peut-être une semaine, 10 jours après, j'étais toujours dans les médias étrangers, mais je voyais, avec moi quand je parlais, je voyais les camions avec la nourriture, avec tout ce qui est aide humanitaire vers Gaza bloqué en Égypte, et je voyais comment ça change. Bien évidemment que on a euh, fait on a pris le Bataclan face au Festival Nova et c'est là que les Français étaient très liés à ce qui s'est passé au Festival Nova parce que c'était jeunes qui sont allés au festival, qui étaient massacrés, etc. Parmi eux, il y avait beaucoup de parmi ces 48 victimes franco-israéliens, il y avait beaucoup qui étaient assassinés au Festival de Nova aussi, les jeunes. Et au fait, c'est très. J'ai vu aussi des sondages au départ des Français dans des journaux, etc., qui disaient en fait, il y avait des Français qui pensaient que c'est eux les prochains en fait, que les prochains attentats peuvent être en France ou ailleurs en Europe. Et il y a ceux qui ferment les yeux par des intérêts comme vous avez mentionné. Il y a énormément des intérêts, comme j'ai dit tout à l'heure, économiques, externes. Euh, je peux seulement, c'est pas notre sujet, mais ça me fait penser à cela après réélection du président Trump maintenant, alors d'une côté, président Macron, bien évidemment, l'a félicité pour son succès, etc. Mais de l'autre côté, tout de suite, il a eu une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour en disant, réfléchir, bien sûr. réfléchir, en disant, Europe doit être plus fort, on doit se débrouiller toute seule, etc. Il y a NATO, etc. Donc, on se rappelle les liens entre le président Trump dans sa précédente, le précédent mandat avec l'Europe, le président Macron, etc. Euh, c'est Écoutez, le monde change. On voit aussi, oublions pas, on a eu récemment des élections au Parlement européen. L'extrême gauche augmente, pas seulement en France. On voit ça dans d'autres pays aussi, en Europe. Donc, extrême droite, pardon, pas extrême gauche, Extrême droite, ouais, ouais, tout à fait. ouais, ouais, extrême droite monte dans tous les pays de l'Europe, mais je ne vais pas mentionner pour rien l'extrême gauche parce que Mélenchon et compagnie, la campagne qu'ils ont fait pour l'élection au Parlement européen était basée sur antisémitisme, anti-Israël, anti-sionisme, etc. Si on voit l'augmentation
deux actes antisémites et je vais mentionner que deux qui étaient. C'est pas parce qu'ils sont différents. Ils étaient extrêmes, mais il y a énormément deux autres. Le viol de la petite jeune de 12 ans il y a quelques mois. Et récemment, la dame qui habite dans le même immeuble de Mireille Knoll, qui est menacée tous les jours par ses voisins. Et là, j'ouvre une autre parenthèse que peut-être on a tendance à oublier aussi. Depuis 2006, depuis Ilan Halimi jusqu'à ce jour, en passant par Otsara Torah, par Sarah Halimi, par Mireille Knoll, etc., 11 Français de confession juive étaient assassinés en France parce qu'ils sont juifs. Deux d'entre eux, Mireille Knoll et Sarah Halimi, par des voisins musulmans. Donc, et malheureusement, je dis ça, j'espère que non, mais les titres ont descendu depuis longtemps de murs aux rues. Et quand on voit les citations à la haine et l'antisémitisme de Mélenchon et les membres de son extrême gauche, quand on a vu récemment toutes les manifestations dans les campus français, Sciences Po, même l'université où moi j'ai fait mes études, la Sorbonne, toutes les manifestations qui étaient là-bas, et récemment, Sciences Po Strasbourg qui boycotte, Qui casse le partenariat avec l'université de partenariat Tel Aviv. voilà, avec l'université israélienne à cause de ce qui se passe à Gaza et au Liban. C'est hypocrisie totale parce que il y a des endroits dans le monde où se passent des choses beaucoup plus graves ou difficiles et on ferme les yeux. Nations Unies, Guterres, le secrétaire général, est-ce qu'il est vraiment objectif? Regardez toutes les décisions. Moi, je fais partie de Forum Dvora. Pendant 2 mois, des jours et des mois, on a essayé de faire comprendre qu'il y avait des agressions sexuelles, des viols, etc., qui étaient filmés par les terroristes, pas par nous. C'est pas des coups montés. Et on ne voulait pas écouter. Où sont tous les organisations de droits de l'homme, droits des femmes, droits des enfants, quand il y avait des enfants qui étaient encore otages à Gaza? Où est les Nations Unies quand ils devaient condamner? Ils n'ont même pas dit que Hamas c'est une organisation terroriste. Donc, il y a un double mesure, c'est pour ça que je dis hypocrisie, une double mesure quand on parle d'Israël ou quand on parle d'autres pays. Et je me demande pourquoi. Et il est évident qu'il y a plusieurs réponses à cela. Je peux penser que nos adversaires ont fait un excellent travail. Je suis triste à le dire, mais depuis des années, les Qatar et autres mettent énormément d'argent dans les campus américains, en France, dans des organisations. Ils filtrent tout. Et bien évidemment que les prochaines générations, ils sont nourris de tout cela. Quand nous, on leur montre parfois des vidéos faites par les terroristes qui me disent que c'est des montages de coups montés, etc. Quand on leur demande où est le river, où est le sea, from the river to the sea, où est le river, ils ne savent pas. Où est Israël, parfois ils ne savent même pas. Euh, Malheureusement, Israël a perdu cette bataille. On est devenu, quand on nous compare aux nazis, après tout ce que nous, on a su faire. Nous, on est devenus Goliath et eux, ils sont devenus David, mais depuis l'inverse, oui, David, mais depuis longtemps. Et je Oui, oui, non, tout à fait. On sait que cette guerre de communication, malheureusement, a été perdue. On a quelques lueurs d'espoir parce qu'on sent depuis quelques mois une remise en cause du wokisme aux États-Unis. Et on sait que généralement, ce qui arrive aux États-Unis, on le retrouve quelques temps après en Europe, renforcé par l'élection de Donald Trump, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait, de manière très forte, avoir un impact sur les relations demain entre la France et Israël? Écoutez, pour moi, Donald Trump, c'est quelqu'un qui a. Je sais que le gouvernement israélien, Premier ministre, beaucoup de monde ici était très soulagé et très contente que Trump était élu. Mais il faut pas oublier que Donald Trump, c'est quelqu'un, à mes yeux, il n'est pas, on peut pas savoir ce qu'il a dans sa tête, on peut pas savoir ce qu'il va faire demain. Donc, soi-disant, il est de côté d'Israël, soi-disant, mais lui-même, il a dit qu'il arrêtera la guerre, etc. Mais il fait des choses sur le coup. C'est pas quelqu'un réfléchi, c'est pas quelqu'un. On a vu quand il était très blessé par rapport au Netanyahou, quand il a félicité. Féliciter le président Biden. Voilà, exactement. Il y a énormément de choses qui sont pas, c'est pas, pour moi, c'est pas évident que Donald Trump est pour Israël et qui fera tout pour Israël. Il est aussi blessé par rapport à des choses qui étaient dans son précédent mandat et après ce qui s'est passé quand Joe Biden était président par rapport à Israël.
Et à mon avis, ni en, ça c'est mon avis, ni en Europe, on n'est pas contente qu'il ait été réélu. On a vu déjà, comme je mentionnais tout à l'heure, les discussions que cela a déjà commencé à faire. Pour moi, ni Kamala Harris, ni Trump n'étaient pas bien pour Israël à mes yeux et ni pour les États-Unis. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. Il y avait soit Kamala Harris, soit Donald Trump. Est-ce que Donald Trump, il est dans les pires meilleurs? Le temps nous dira, mais moi, je suis pas si sûre que Donald Trump, il est à 100% du côté d'Israël. Euh, Plus peut-être Kamala Harris, mais il faut pas oublier Joe Biden, c'est quelqu'un, il faut toujours appeler ça. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans, c'est un vrai ami de l'État d'Israël. C'est le premier qui est venu ici après le 7 octobre. Il a fait énormément de choses pour Israël. Oui, il a demandé aussi des choses parce il était en pleine campagne électorale. Il y avait plein de points qui pesaient sur lui par rapport à cela, mais il faut lui donner ce qu'a lui. Et si on parle de Joe Biden et de la venue. Président Macron, ça j'ouvre une parenthèse parce que ça me rappelait, président Macron, en tant que président, il n'était jamais venu en Israël en visite officielle. Jamais. Il n'est jamais venu en Israël en visite officielle. Il était une fois avant le 7 octobre dans la conférence sur la Shoah, invité par le président République, mais c'était dans le cadre de la conférence avec les dirigeants, tout le monde. Et même quand il est venu avec le 7 octobre, il est venu un peu contre sa volonté parce qu'il n'y avait plus le choix. Il est parmi les dernières qui est venu. Il est venu le 25 octobre. Et avant, on a vu Biden et les Britanniques et l'Allemand, etc. Donc, il est venu parmi les dernières. À mes yeux, à mon avis, parce qu'il n'y avait pas trop le choix, il était obligé de venir parce que tous les autres dirigeants sont venus. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de victimes, comme j'expliquais tout à l'heure, disparues, otages, etc. Mais oublions pas que ni dans le premier mandat, ni dans le deuxième mandat, à mon avis, ça se fera plus, il n'est pas venu en visite officielle en Israël. Il était une fois en visite officielle quand il était ministre de Finances. Ça aussi, c'est une question. Pourquoi? Je sais, j'ai beaucoup d'idées pourquoi, mais bon, on est maintenant après le 7 octobre, c'est différent de ce qui était avant ou après. Mais et même aussi, si on parle d'antisémitisme, en janvier, la présidente de l'Assemblée nationale et le président de Sénat ont organisé une marche à Paris contre l'antisémitisme. Macron n'est pas descendu dans les rues avec eux. Il a envoyé un message, mais il n'est pas venu, il n'a pas fait cette marche, il n'a pas marché dans Paris contre l'antisémitisme. Je ne dis pas qu'il n'est pas contre l'antisémitisme. Il faut comprendre, à mon avis, le président Macron, il n'est ni antisémite, ni contre Israël, ni rien de tout cela. Il a les intérêts de la France en face de lui, politique interne, politique extérieure, et il n'est pas d'accord sur certains dossiers avec Israël. Euh, et ça, mais en même temps, c'est ça qui est très complexe, parce qu'en même temps, il dira, je mentionne encore cette pétition une des questions qu'on lui dit, oui, mais vous dites, vous dites que la France est alliée de l'État d'Israël, mais quel allié fait ce que vous faites? Donc, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les relations sont entre les deux pays, la France et Israël. Elles existent depuis 75 ans et elles vont pas tomber à mes yeux à cause d'un tel premier ministre ou un tel président. Oui, elles peuvent être plus tumultueuses, on aura encore des ping-pong, on aura peut-être encore de dire des choses, attendra des mots pas faciles à écouter ou des points de vue avec divergence, mais c'est des relations entre les deux pays. Euh, Alors justement, Myriam Rosman, on arrive au terme de cet entretien et j'avais envie, comme dernière question de cette question de politique. La guerre, à un moment en Israël, va s'arrêter. On va faire d'une manière ou d'une autre des accords avec le Hezbollah, avec le Hamas, et puis le président Macron, dans 2 ans et demi, n'est plus président. Quel est le pari que vous faites sur l'avenir des relations entre la France et Israël après? Écoutez, tout cela dépendra comment on finit ces guerres, dans quelles conditions, dans quels contrats. La France va être très présente avec ce qui se passe au Liban, c'est le feu du Liban, etc. Mais est-ce qu'elle peut le faire? D'abord, est-ce qu'elle a l'influence et le pouvoir? Une question. Deuxièmement, si tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure s'avère être vrai,
C'est pas possible. On peut pas d'une côté être lié au Hezbollah ou même Hezbollah politique si vous voulez et on a pris une partie. C'est pas, on peut pas être dans la négociation comme ils étaient tout le temps. Euh, Encore une fois, il faut voir aussi qui va être présidente ou présidente avec eux à la fin dans 2 ans et demi. Euh, Parce que tout le monde parle de Marine Le Pen, bon, on verra bien. Mais il faut aussi dire que les relations entre les deux pays, oui, il y a les dirigeants, le président, le premier ministre, qui sera dans ces rôles dans 2 ans et demi en Israël ou en France, on ne sait pas. Mais il y a aussi le peuple, il y a aussi des échanges. Il y a énormément d'échanges entre Israël et la France dans les domaines culturels, économiques, innovation, sécuritaire, Mossad, SDEC, etc. Et il y a des liens entre les personnes. Oui, c'est pas les années 50, 60, bien évidemment, mais il y a énormément d'échanges, il y a encore énormément à faire. Donc, à mon avis, les relations entre la France et Israël dépendent de cela. Une autre chose qu'on n'a pas arrivé à parler, mais c'est important, c'est la dépend aussi de ce qui va se passer avec la communauté française des Juifs en France. Parce qu'ils subissent énormément d'antisémitisme antisémitisme dernièrement à cause depuis le 7 octobre qu'on a mentionné un peu. C'est pas, on va On va avoir des alias records de juifs de France dans les années qui viennent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Cette année, on a eu autour de 30 000 Olim de tous les pays du monde. Il n'y avait que 1 000 Français. Mais si je regarde les statistiques, on dit que autour de 520%, qui fait 7 000 personnes, ont ouvert des dossiers pour l'ALIA à l'agent juif en France. Donc, et cela, et par rapport à l'année dernière, il y avait que 1 000 et quelques dossiers qui étaient ouverts. Donc, c'est une grande différence. Et je peux rappeler qu'on a vu après l'attentat d'Hypercacher 2015, 2016, on a vu une énormément augmentation de juifs français qui ont fait l'ALIA. Et après, ça a descendu. Mais il ne faut pas non plus oublier. On oublie, à l'époque, il y avait 13% de juifs français qui ont retourné en France. Parce que Israël, malheureusement, je dis ça avec grande tristesse, Israël ne sait pas les accueillir. À mon avis, c'est des Olim qui ont fait des études, de grandes écoles, qui arrivent avec beaucoup de bagages. Mais ici, on ne sait pas le recevoir. Ni eux par rapport à leurs diplômes. On a eu tellement de problèmes avec des diplômes des grandes écoles, etc. Leurs enfants aux écoles, etc. Donc, il y a ceux qui retournent. C'est vrai que le Covid a coupé une chose qui était très fréquente, que il y avait beaucoup de ces Olim qui continuaient à travailler en France et faire la navette entre Israël et la France. Mais le Covid a coupé cela et a obligé ces gens-là soit de changer d'horizon professionnel, soit de partir. Donc, et il faut aussi, moi je dois préciser une chose qui est très importante à mes yeux. Les Juifs français d'un certain âge, ils ont construit des maisons, des familles, ils ont de boules de travail, ils ont de statut financier, etc. On ne peut pas tout laisser derrière et partir d'aujourd'hui au lendemain. C'est pas évident, c'est pas facile. Et aussi, la communauté juive française est très sioniste et très pro-Israël. C'est la seule qui vient toujours, même quand il y a des guerres ici, des tensions, etc. Il vient toujours, même quand les billets sont hyper chers et C'est vrai? on profite de cela, il vient. Donc, c'est une communauté qui est très, qui favorise Attaché à Israël. à Israël. Mais en même temps, quand je parle à mes amis ou des gens de ma famille, etc., c'est pas évident. Ils sont, et comme a dit Manuel Valls, et pas une fois, la France sans les Juifs, c'est pas la France. Donc, c'est pas, à mon avis, ni toute la communauté peut pas faire Aliyah, et à mon avis, c'est pas bien pour Israël que toute la communauté fasse Aliyah malgré tout ce qu'ils subissent à cause d'Israël et de tout ce qui se passe ici. Parce qu'on a besoin de la diaspora. On a besoin de la diaspora. Bien évidemment, si jamais il y a un cas extrême, limite Shoah, mais je pense pas que ça va arriver, mais vraiment extrême, ils ont où venir. Aujourd'hui, on a l'État d'Israël qui les accueillera avec grands bras, tout ce qui est juif, etc. Excusez-moi. Mais Non, non, mais j'entends ce que vous dites, que effectivement la place de tous les juifs de France n'est pas en Israël et qu'ils ont un vrai rôle à jouer en France en tant que juifs et dans cette relation si particulière qu'ils ont avec Israël. tout à fait, exactement. Et en plus, c'est pas comme j'ai dit, on ne peut pas partir d'aujourd'hui au lendemain. Et
Vous savez, à l'époque, quand il y avait Hyper Cacher et tout cela, il y avait beaucoup qui sont partis, mais pas vers Israël, aux États-Unis, plutôt au Canada, etc. Donc, et on n'avait pas vraiment les pourcentages comme on avait par rapport à ceux qui sont venus en Israël. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, malheureusement, on a vu de grands attentats en France envers les Juifs, mais envers les Français aussi, comme Bataclan et Nice, etc. Et aussi, il faut voir une phénomène en France qui est très intéressante, qui est lié à tout cela, parce que c'est ceux qui ont voté pour Mélenchon et compagnie. C'est les jeunes, la troisième, quatrième génération des Français issus d'immigration musulmans qui sont nés en France, mais qui ne sont pas intégrés en France. Déjà, on a vu une partie de ceux-là qui sont partis à l'État islamique, lutter avec l'État islamique, etc. Et on, et on voit les réactions aujourd'hui. Donc, c'est l'avenir de la France, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et je crois Myriam Roseman, merci que beaucoup. C'était passionnant d'échanger avec vous. On a encore plein de choses à dire. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cet entretien. Merci pour vos perspectives, vos visions sur les relations entre la France et Israël. Et j'espère à très bientôt sur Tandem TV. merci beaucoup, moi aussi. Bonne journée. Merci. Au revoir.